tous et bienvenue dans notre nouvelle émission, consacrée cette fois au film de trouille. Aujourd'hui, nous nous attaquons à Ring de Hideo Nakata, l'un des films qui a relancé le cinéma d'horreur japonais. Ring est un Yurei Eiga, un film de fantôme japonais. C'est un style qui a connu son âge d'or dans les années 50-60 et qui avait un peu disparu depuis. Il est revenu avec Ring en 1998. Ring, c'est bien sûr l'histoire de la cassette maudite. Quand on la regarde, on meurt 7 jours plus tard. C'est l'expérience qu'a fait Reiko Asakawa suite à la mort de sa nièce, Tomoko, et un reportage qu'elle fait sur cette légende urbaine. Pour commencer à analyser le mythe, je vous propose de regarder la fameuse cassette. Vous ne le saviez peut-être pas, mais Ring est inspiré de faits réels. La personne que vous voyez, c'est Shizuko Yamamura dans le film, et dans la réalité, il s'agit de Shizuko Mifune, une personne qui avait un don de clairvoyance et qui arrivait à prédire les choses écrites dans un coffre. D'ailleurs, l'un des flashbacks du film revient sur une célèbre histoire avec elle, qui était le moment où elle a fait une expérience publique et où les gens se sont moqués d'elle et ont dit que voilà, ce qu'elle faisait était de la supercherie. Elle s'est suicidée un an plus tard. Voilà. Et si Shizuko Mifune est réel, vous allez me dire, est-ce que Sadako l'est? Oui, Sadako Yamamura est une personne ayant existé. Il s'agissait de Sadako Takahashi, qui a eu un pouvoir, c'était d'écrire quelque chose sur de la pellicule photo. Je vous laisse donc imaginer ce qui a pu se passer dans la tête de Koji Suzuki au moment où il a écrit cette histoire. Bien entendu, si Sadako Takahashi s'était retrouvé dans un puits, il aurait pu essayer de chercher de l'aide en inscrivant quelque chose sur une cassette vidéo. La personne qu'on voit dans le tout premier plan, dans le film, c'est le professeur Ikuma. Dans la réalité, c'est le professeur Fukurai qui avait découvert ces deux talents, Shizuko Mifune et Sadako Takahashi. Dans le film, ils sont réunis en une seule et même famille. La suite de la cassette vidéo maudite nous montre une éruption volcanique, qui sera la base des recherches de Asakawa dans le film. Le dernier plan du film que nous voyons est un plan sur le fameux puits, qui a une grande importance dans le film. Ce puits, lui aussi, vient d'une légende réelle. Aucun rapport avec Sadako Takahashi ni Shizuko Mifune, mais c'est un rapport avec une légende très célèbre au Japon, inhérente au château Himeji. En effet, Okiko, une servante, avait réussi à déjouer un complot, et l'auteur du complot l'a fait torturer et jeter dans un puits. On dit encore qu'aujourd'hui on entend ses pleurs la nuit. Contrairement à la légende dite au début du film, on n'entend pas le fameux 7 jours.
quand, quand Asakawa décroche le téléphone. En fait, c'est un changement de Nakata par rapport au livre de Suzuki. En fait, le but, c'est de créer un petit peu la mise en abîme par rapport au spectateur. Lorsqu'on regarde le film pour la première fois, dans la réalité, on connaît plus ou moins la légende. On sait que dans 7 jours on meurt, la cassette est maudite, etc. Ce qu'a fait Nakata, c'est qu'il nous place au début du film au même niveau que les personnages du film. C'est-à-dire que on en sait autant qu'eux. Le premier dialogue du film, c'est l'explication de ce qu'est la cassette. C'est la légende urbaine autour de la cassette. Dans la réalité, c'est un peu le bouche à oreille qu'on a eu avant de regarder Ring. C'est donc une mise en abîme assez astucieuse de Nakata qui va nous permettre de dire on regarde une cassette sur une cassette maudite. Pourquoi cette omission au niveau de cet appel téléphonique? Eh bien, ça me fait dire que la toile de fond du film, ça se base sur tout ce qui est rumeurs et légendes. C'est d'ailleurs toutes les références que va faire Hideo Nakata, donc reprise du livre, mais aussi ajoutée, on le verra plus tard, de sa cinématographie et de la culture japonaise. En gros, les rumeurs sont passées de l'une à l'autre actuellement par les journalistes. Ils vont d'ailleurs au début du film, Asakawa fait un reportage sur cette vidéo maudite qui pourra permettre à d'autres de connaître la légende et qui pourront en parler à d'autres, etc. C'est un peu le phénomène de rumeur, le phénomène de légende. C'est un peu d'ailleurs le phénomène de Ring, puisque, bon, normalement vous avez vu le film, mais Asakawa est censé faire une copie du film pour la montrer à quelqu'un d'autre, qui fera une copie, qui la montre à quelqu'un d'autre, et qui fait perdurer un petit peu la légende et la rumeur, et qui fait un cycle. Une personne dit à une autre, puis à une autre, puis à une autre, puis une autre, c'est purement une rumeur. La suite du film se base sur l'enquête d'Asakawa pour retrouver Sadako. Elle va d'ailleurs la retrouver à la fin du film. Pourquoi, lorsque elle trouve le corps, pourquoi la malédiction ne s'arrête pas, pourquoi elle s'arrête chez elle? Bon, bien entendu, on l'a dit, et vous l'avez vu dans le film, il faut faire une copie et en passer à une autre. Mais pourquoi, étant donné que la malédiction est censée se finir, on a retrouvé Sadako? Eh bien, tout simplement, la réponse est dans le livre de Suzuki. En fait, la malédiction n'est pas envoyée Sadako qui s'en va dans la cassette, la malédiction est comme un virus qu'aurait enfanté Sadako. Ce qui fait que Sadako et la cassette sont deux entités différentes. Qui va être. Voilà. Et du coup, dans le livre, c'est d'ailleurs très bien expliqué, la cassette c'est un virus visuellement transmissible, et le seul antidote, c'est de faire une copie et de faire perdurer le virus. C'est ce qui va d'ailleurs arriver à Ryuichi, l'ex-mari de Asakawa, qui a visionné la cassette un peu plus tôt dans le film. On va s'attaquer un petit peu plus à ce passage, le fameux passage de la sortie de la télévision. L'image du puits revient, mais ça c'est un ajout de Nakata par rapport à Suzuki. En fait, dans le livre de Suzuki, les gens mouraient d'une crise cardiaque. Là, Nakata a rajouté cette histoire de puits. Et Sadako qui en sort, bien entendu. Sadako qui sort de la télé, qui sort de ce puits, c'est une des nombreuses formes d'apparition de Sadako. En effet, il n'y en a pas qu'une, puisque au début du film, lorsque
Tomoko meurt, ça n'est pas une image du puits qu'on voit, c'est une image d'un match de baseball. Plus tard dans le film, on apprend que 2 autres personnes sont mortes dû à ça, et ils étaient morts dans une voiture, ils étaient en train de se bécoter dans une voiture, pas devant une télé. Si elles ne sortaient que des télés, il suffirait de se mettre, je sais pas moi, sur une île déserte, et puis attendre jusque la malédiction se termine. Donc, contrairement au film américain, The Ring, la télévision n'est pas nécessaire. D'ailleurs, dans Suzuki, dans le livre de Suzuki, comme j'ai dit, le Sadako n'apparaît pas comme ça. Il y a juste le héros qui va mourir d'une crise cardiaque. Alors, 2 petites choses. L'appel téléphonique n'est pas un appel téléphonique de Sadako avec les fameux grincements, c'est un appel de sa petite protégée qu'on a vu plus tôt dans le film. Bon, en fait, on le sait en voyant le 2, et on le sait en lisant le livre. Mais chose astucieuse de Nakata, c'est qu'on reste avec Ryuji tout ce passage. Ce qui fait qu'on n'a pas de bouffée d'air frais, on est toujours pris dans cette atmosphère. Contrairement, on le verra plus tard, au film Le Cercle. Bon, l'autre effet, bien sûr, l'effet de sortie de télé. Alors là, pour expliquer un petit peu le trucage, la télé est fausse, Sadako est derrière, elle sort et il y a juste l'image du puits qui a été rajoutée derrière. L'effet est assez simple. Hideo Nakata n'utilise pas énormément d'effets spéciaux pour son film. Tout est vraiment à base d'effets caméra. Les mouvements de Sadako ne sont pas normaux. C'est ce qui donne son côté un petit peu effrayant. En effet, les muscles bougent bizarrement, sa façon de se mouvoir est pas naturelle. Et ben, c'est encore un effet de caméra et un trucage vraiment visuel. En fait, le film est tourné à l'envers, à cet endroit-là. Ce qui fait que les mouvements utilisés par Sadako ne sont pas naturels, vu que le mouvement réel est à l'envers. Et la chorégraphie qu'utilise Rie Inoue, c'est le Buto, une chorégraphie qui a été créée suite à la Seconde Guerre mondiale, suite aux horreurs de la Seconde Guerre mondiale. C'était une danse un petit peu abstraite. L'utilisation de cette danse est aussi une référence, je pense, de Nakata envers des horreurs qui sont arrivées au Japon, pour essayer de faire ressortir son film, et d'ailleurs plein de références de tous les malheurs japonais, en fait. D'ailleurs, le vêtement, l'apparence de Sadako est lui aussi une référence. On a par exemple la toge blanche, les femmes japonaises étaient enterrées dans un kimono blanc, et les cheveux détachés, d'où la forme de Sadako. Elle est aussi légèrement déformée à l'œil. Et ça, c'est une référence par rapport à une pièce de kabuki, Yotsuya Kaidan, qui a été créée fin du 19e siècle, qui a donné lieu à une adaptation cinématographique dans les années 50, et qui met en scène une femme, un couple. L'homme est marié, a un enfant, et il tombe amoureux d'une autre femme. Et pour éviter, c'est plus difficile de se séparer de sa femme à ce moment-là, il décide de l'assassiner. En fait, il l'empoisonne. Le poison fait faire des déformations au visage de Oiwa. Et c'est cette déformation qui sera la référence pour le visage de Sadako, parce qu'en fait, ça n'est que cet œil-là qu'on voit. Donc après, dans le film Kaidan, Yotsuya Kaidan, elle revient pour le hanter. Nakata utilise un petit peu donc toutes ces références culturelles et toutes les rumeurs, les légendes urbaines japonaises pour pouvoir nourrir son film et en faire quelque chose d'horrifique réussi. Son œuvre sera un très grand succès au travers le monde. Et comme pour ne pas contredire la mise en abîme qu'il a fait au début du film, c'est-à-dire regarder une cassette vidéo sur une cassette maudite, eh bien, le film va être copié à travers des remakes. Le premier en 1999, un remake coréen de Corée du Sud qui s'appelle Ring Virus. Alors ce film est nettement plus proche du bouquin de Suzuki.
est à mi-chemin en même temps avec l'œuvre de Nakata, puisque les personnages sont à peu de choses près les mêmes que dans le film de Nakata. Et l'histoire en elle-même est vraiment celle de Suzuki, c'est-à-dire traiter le virus, traiter cette histoire de cassette maudite comme un virus. La version américaine est aussi complètement différente de la version de Nakata. D'ailleurs, Ehren Kruger, quand il s'est retrouvé au scénario, il a bien fallu qu'il trouve des subterfuges américains pour pouvoir raconter son histoire, pour qu'il puisse plaire au public américain, parce que c'était le but. Donc il va écrire quelque chose de nettement plus hollywoodien. D'ailleurs, les passages horrifiques arrivent à une durée un petit peu métronomique. Hein. Toutes les moins de 10 minutes, il y a un passage horrifique dedans, un peu de sursaut, etc. L'histoire prendra place avec Rachel, donc, qui voit cette cassette à la place de Asakawa, et elle va enquêter sur la mort de Samara, qui est la personne qui a maudit la cassette. Alors déjà, une modification de fond par rapport au film de Nakata, c'est que cette fois-ci, la cassette n'est pas une malédiction, la cassette c'est une porte vers un autre monde. Je m'explique. Alors, bien sûr, on peut la voir comme une cassette maudite, mais si on regarde le début du film, ce qu'on voit, c'est le puits. Ça n'est pas le programme télé, c'est le puits qui apparaît. Un autre passage dans le film, c'est le fameux passage de la mouche qui sort de la télé. Donc là, ce passage-là est clairement... c'est clairement la preuve que cette cassette vidéo est une porte vers un autre monde. En fait, puisque la mouche arrive à passer de l'autre côté. Ce qui préfigure après la sortie de Samara de l'écran. Et il y a aussi ce passage final avec Noah, donc l'ex-mari de Rachel, qui meurt donc de la cassette maudite. Et au pied de Noah, qu'est-ce qu'on voit? Une flaque d'eau. La flaque d'eau, d'où a-t-elle pu apparaître? Forcément de Samara qui était derrière la télé et qui se retrouve devant. On va d'ailleurs un petit peu plus étudier ce passage de cette sortie de Samara pour voir un petit peu les différences dans les différences entre la façon de filmer japonaise de Nakata et son petit budget et sa manière un petit peu plus de sa manière un petit peu plus traditionnelle de montrer l'horreur par rapport à Ehren Kruger et Gore Verbinski qui sont aux commandes d'un blockbuster et qui arrivent. Alors, on ne va pas démolir les blockbusters, hein, c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de parler un petit peu des différences qu'il y a entre les deux. Parce que entre le Japon et les États-Unis, entre voilà, le savoir-faire de chacun, c'est totalement différent. Pick up the phone, Noah. Come on, pick up. Alors ce qu'on peut remarquer déjà, c'est quand Samara n'est pas encore sortie de la télévision. Là, on a bien sûr les brouillages d'images avec Samara qui bouge différemment. C'est-à-dire, en gros, la porte est ouverte, elle va sortir. C'est un effet purement numérique, donc qui peut être assez intéressant, qui fonctionne plutôt bien dans le film. Come on, Noah! Pick up the goddamn phone! Au moment où Samara sort de la télévision,
elle reste toujours avec cet effet de caméra brouillée, cet effet de vidéo brouillée sur elle. Ce qui est un effet purement démonstratif, qui est, je ne vais pas dire gratuit, mais qui est une façon différente de montrer l'étrangeté de la personne. Donc Samara sort de la télévision, fait un jump cut sur Noah tout d'un coup, et en parallèle, qu'est-ce qu'on a? À la différence du film de Nakata qui restait purement avec Ryuji quand Sadako sortait, on a des plans sur Rachel qui essaye d'aller sauver Noah. Donc là, on n'est plus face à juste un passage horrifique, on est sur un film au suspense haletant. Se dire, est-ce que Rachel va arriver à temps pour sauver Noah? Et Samara est montrée différemment aussi. Elle n'est plus une yurei, une fantôme japonaise. Elle est cette fois-ci une espèce de super méchant de comics. Alors, vous allez dire que j'exagère, mais si on regarde bien, elle est véloce, elle a des pouvoirs magiques, elle fait le truc, et elle a une tête de méchant. C'est totalement différent, et ça se rapproche beaucoup plus du comics du film de fantôme traditionnel. Et c'est une des différences qu'il y a par rapport à la façon de filmer américaine et japonaise. C'est que la version américaine va plutôt utiliser ses méchants à lui. La version japonaise utilise ses méchants à eux, c'est-à-dire les fantômes qui viennent hanter à la manière comme c'était présenté dans les kabuki. Donc, là, on se retrouve avec la manière de présenter américaine, c'est-à-dire un super vilain dans un film, et est-ce que la super héroïne va réussir à le sauver? Non. Alors bien sûr, c'est pas uniquement les 3 seuls films Ring qui existent, hein, puisqu'il y a eu 2 suites, réalisées toutes 2 par Hideo Nakata. Donc la première était un peu une explication scientifique de ce que pouvait provoquer la cassette chez nous. Donc c'est une suite assez intéressante, mais nettement moins horrifique que la précédente, qui parle plus des traumatismes dus à cette cassette. La suite du film américain est elle aussi réalisée par Nakata, et raconte plutôt une histoire de possession, totalement différente du film de Nakata original. On est vraiment sur un autre style de film. D'ailleurs, le petit garçon aura un peu plus sa part belle dedans. Alors, il y a eu plusieurs références dans le film The Ring. On a quelques références à Hitchcock par-ci par-là, et on a aussi le gamin qui est aussi exploité différemment que dans le film asiatique. Dans le film asiatique, il est très peu présent. On se doute qu'il a des pouvoirs paranormaux, qu'il a quelque chose qui le rapproche de Sadako, mais on ne sait pas trop quoi. Tandis que là, dans la version américaine, je trouve qu'on a un gamin qui a un petit peu, pour faire une référence à notre film, qui a un petit peu le Shining, fait référence à l'œuvre de Stephen King et l'adaptation de Kubrick. Donc voilà, donc on a ces 2 suites, et on a eu ensuite un préquel, donc Ring Zero, qui raconte la jeunesse de Sadako. Alors c'est un préquel japonaise qui va raconter une histoire qui se rapproche étrangement de l'histoire de Kari, puisque ça va être Sadako qui va essayer d'intégrer une troupe de théâtre, et à la fin, tout comme dans Kari où il doit y avoir le bal de fin d'année, là c'est la pièce de théâtre de fin d'année en gros, et ça va pas se passer exactement comme on l'entend, puisque une personne va essayer de mettre des bâtons dans les roues. Carrie, donc le film de Brian De Palma, ce sera aussi le sujet de notre prochaine émission, consacrée au film de Trouille. Voilà, un petit peu de teasing, ça fait jamais de mal. Et donc Ring Zero s'en rapproche énormément. Et un autre film est sorti récemment, donc qui s'appelle Sadako 3D, donc qui a plus trop rapport avec la cassette originale, etc. On a plutôt droit à une espèce de spin-off. Alors ça se passe aujourd'hui, et là cette fois-ci la cassette vidéo n'est plus sur une cassette. Enfin, la vidéo maudite n'est plus sur une cassette, mais sur internet. Et on ne meurt pas au bout de 7 jours, on meurt au bout de quelques secondes. Et l'histoire, c'est en fait quelqu'un qui essaye de faire ressusciter Sadako, et qui crée donc une cassette maudite, et en gros il la met sur le net. Bon, le film est totalement dispensable, on a droit, on nous épargne trop rien, on a même une attaque de plusieurs Sadako mutés en sauterelles
À la fin, c'est totalement what the fuck. Mais bon, à voir pour la curiosité. Voilà, donc j'en ai fini avec le film Ring. J'espère que l'émission vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous. N'hésitez pas à me suggérer des films pour des prochaines émissions, celles que que vous souhaiteriez que j'analyse. Et j'espère que ça vous plaira, cette émission. Et surtout, n'oubliez pas qu'il faut la partager avant 7 jours, au cas où il y a une malédiction. Voilà, merci. Au revoir.